ce n'est pas une marque réputée pour sa fiabilité ou sa robustesse, non. Non. Chez les amateurs d'anciennes, une Fiat, c'est une voiture qui rouille à la simple vue d'un bulletin météo pluvieux. Ouais. Et puis on ne peut pas dire non plus que Fiat est synonyme de sportivité ou de prestige. Non. Vous allez chercher, vous n'allez pas trouver. En termes de style, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'à peu près tous les médias de la planète se sont moqués du multiplat. Eh ouais. Et pourtant, nous nous trompons lourdement sur Fiat. Oui, car savez-vous qu'il y a quelques années de ça, Fiat était ce qui se faisait de mieux dans l'industrie automobile. Et pour nous l'expliquer, ou nous en convaincre, c'est selon, nous recevons aujourd'hui Stéphane Schlesinger, grand spécialiste de l'histoire automobile et surtout grand amateur de Fiat. Mais avant cela, il nous faut remercier chaleureusement notre partenaire du jour, Overdrive Automobile, qui nous accueille dans ses locaux magnifiques, près d'Aix-en-Provence, où nous sommes plutôt bien entourés, n'est-ce pas ? Overdrive Automobile, c'est quoi ? C'est un atelier de réparation et de restauration de véhicules anciens et modernes qui ont tous en commun une chose, de vous mettre les poils au garde à vous. Oui. Ils font également de la vente et de la recherche de véhicules, et ils peuvent aussi organiser des track days ou des rallyes touristiques. En somme, une adresse pour tous les passionnés d'automobile. Et maintenant, place à la vidéo. Le Fiat Multipla, donc son style quand même a été l'objet de moqueries, c'est vrai, mais c'était justifié, on est d'accord. Ça dépend de quel multiplat nous parlons, celui de 1956 ou celui de 1998. Il faut être précis dans les termes. Nous avons vraiment affaire à un spécialiste. Je parlais évidemment du plus récent, qui est déjà devenu ancien, mais qui avait un style en effet assez particulier. Absolument. Donc cette Fiat-là, oui, elle mérite un peu les moqueries quand même. Quand on n'y connaît rien, oui, bien sûr. Ah, oui. Quand on a une approche superficielle de la voiture, effectivement, on peut s'en moquer. Après, quand on s'intéresse un tout petit peu à ce qu'est réellement l'automobile et à ce qu'est réellement le multiplat, non, on ne peut être qu'impressionné. Qu'est-ce qu'il a d'impressionnant ? On va réhabiliter le multiplat aujourd'hui. Je suis un peu surpris que nous parlions de ce véhicule, qui reste un véhicule de niche, car en fait, le multiplat découle d'une mauvaise appréciation de Fiat sur le marché des monospaces compacts. Fiat, justement, pensait que le monospace compact resterait un véhicule de niche. Donc, il a dessiné un véhicule de niche, conçu pour ne pas se vendre dans de grandes quantités. Ce en quoi ils ont parfaitement réussi. Comment c'est possible de décider de faire un véhicule qu'on ne va pas vendre en grande quantité ? En fait, ils ont estimé que le marché, ce serait genre 300 000 exemplaires par an pour l'Europe. Sauf que, sauf que le Renault Scénic, à lui tout seul, faisait plus que ça. Ah. Donc Fiat s'est trompé déjà sur son appréciation du marché. Et donc il s'est trompé sur la définition du multiplat, il s'est trompé aussi sur sa technologie. Pourquoi ? Ils sont partis sur un design délibérément clivant, et qui est, effectivement, de ce point de vue-là, un petit peu bizarre, on est d'accord. Moi, j'aime beaucoup, surtout le premier, avec son espèce de bourrelet qui rebute les gens, moi je trouve ça génial. Ce design qui ne pouvait pas plaire à tout le monde, mais c'était délibéré. Donc, ils ont décidé de faire un véhicule de niche, donc oui. Ils ne voulaient pas le vendre, et ils ont voulu le faire moche. C'est ça. C'est extraordinaire. Et ils ont réussi. À l'époque, en fait, il y avait une mode du véhicule ludique. Il y avait beaucoup de... Oui. Comme la Twingo, mais en plus grand. Oui, la Twingo, par exemple. Il y avait même la Fiat Barchetta. Il y avait tout un tas de voitures qui avaient un look un petit peu décalé, un peu sympa. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire avec le multiplat. D'accord. Après, ils avaient aussi une contrainte, c'est-à-dire il fallait habiller, et ce n'était pas évident, une carrosserie très courte, très large et très haute. Donc, comment on fait pour faire que ce genre de carrosserie soit relativement sympathique, ou en tous les cas, original. C'était un des défis du multiplat. Et effectivement, je crois qu'il a été dessiné par Roberto Giolito, qui plus tard sera auteur de la Fiat 500, et c'est lui. Pour lui, on peut dire qu'il est vraiment bien proportionné, en fait. Il est bien posé sur ses roues. Roberto Giolito ? Non, le Fiat Multipla. Le Fiat Multipla. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'il a les voies trop étroites. Mais bon, après, c'est... Trop étroit, mais c'est pas un Velsatis, quand même. Hein. Non, c'est pas un Velsatis. Ah oui, il y a eu pire. On parle pas non plus de monstruosité. Voilà, d'accord. Donc, il faut pas se moquer du Multipla. Ça, c'est... Non. Et il me semble, j'ai cru lire, que le Multipla à rouler est assez extraordinaire. Pourquoi ? Avant d'aborder ce point crucial, il faut aussi préciser que techniquement, le multiplat ne peut pas être produit en grande quantité. En fait, le multiplat utilise une structure space frame qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre, donc c'est assez facile à mettre en œuvre. En revanche, qui ne se prête pas du tout à la production très rapide. Donc, il a été d'emblée conçu pour se vendre à environ 50 000 exemplaires par an, et esthétiquement et techniquement.
Et bon, le but aussi, c'était de construire des usines un peu partout dans le monde, ce qu'ils n'ont pas pu faire. Ok. Ils voulaient aussi, Multipla, c'est aussi un concept un nouveau concept de fabrication, et avec l'usine placée au plus près de la clientèle. Mais ça, par contre, ils n'ont pas pu le mettre en œuvre. La demande était un petit peu faible. Je trouvais que la phase suivante était tellement fade à côté du Ouais, ils l'ont premier qui affadi. avait vraiment une personnalité beaucoup plus forte, quoi. C'est clair, ils l'ont affadi. En revanche, à partir du moment où ils ont mis des phares avant de projecteurs de Fiat Idea et qu'ils ont lissé le capot, les ventes ont grimpé de 45%, je crois. Ouais, Ah, ça a fonctionné, Ah ouais, de ça le a rendre... fonctionné. Oui, ça a fonctionné. À Ouais, conduire, bon. en fait, c'est un véhicule paradoxal. D'un côté, on veut un volume maximal à bord pour la famille, parce que c'est 2 fois 3 places, donc c'est très très grand dedans, un multiplace. En fait, il y a autant de place pour les passagers dans un multiplace que dans un Renault Espace. Sauf que le multiplace, il fait 3,99 m de long. C'est-à-dire que c'est gros comme une Renault 5 électrique actuelle, quoi. J'allais dire, ouais, c'est une compacte d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, mais même moins. Donc c'est vraiment une voiture très très courte. Et pourtant, ils ont voulu faire un châssis sympa. Et ce qui fait qu'un multiplat, c'est des voies larges, c'est bien posé, les masses sont bien, bien abaissées, donc c'est efficace. Ouais. Donc ça tient la route, c'est sympa à conduire, c'est précis, et étonnamment, on s'amuse à conduire ce monospace. Il faut que les gens arrêtent de saccager des multiplats en France. Voilà. Mais tu sais que le multiplat, il commence à être suivi. Enfin, il commence à y avoir des gens qui achètent ça en collection, quoi. J'ai vu un collectionneur aux États-Unis en avoir un au milieu de Murcielago. Un Fiat multiplat. Ouais. Mais c'est tellement loufoque, c'est tellement étrange, c'est tellement venu d'ailleurs, si je puis dire, que du coup, ça redevient intéressant, en fait. C'est dingue. Je n'aurais pas parié un centime là-dessus, mais c'est fou. Et il faut ajouter aussi que mécaniquement, il y avait le 1600 essence, qui est un bon moteur, et il y avait surtout le moteur multijet, Diesel. Unijet et multijet ensuite, diesel, qui était un moteur très performant et increvable. Donc, et les gens aussi ont acheté le multiplat parce que c'est un véhicule fiable. D'accord. Donc oui, on ne peut pas se moquer de Fiat avec le multiplat en fait. Si, on peut se moquer de la finition que c'est carrément dégueulasse, ça on peut le dire. Ah oui, alors voilà, parce que pour moi, honnêtement, Fiat, ça a beau être un constructeur centenaire qui est né même plus que ça, oui. 1899, merci. Pour moi, c'était réputé auto fragile, qui rouille et qui tombe en panne, quoi. C'était que ça pour moi une Fiat jusqu'à présent. C'est une réputation ou ça a été la vérité? Non, dans les années 70, c'était la vérité. Mais après, dans les années 70, tout rouillait. Les 4L, ça rouillait, tout rouillait à l'époque. Ouais, mais par contre, d'une Fiat 500, ça roulait à 90, quoi. C'était quand même assez... C'était pas génial. C'était pas une voiture, effectivement, faite pour rouler vite sur autoroute. Voilà. Ça, effectivement... Une Mini, à côté, c'était mieux. Une Mini, c'était mieux. Mais la Mini, c'était pas la même catégorie. Ouais. Une Mini, c'est une voiture, en fait, l'idée de base de la Mini... Bon, vous devez parler de Fiat, je crois, mais on peut quand même parler de la Mini, parce qu'elle a eu un rôle important pour Fiat. La Mini, en fait, le but de la Mini, c'était pas de faire une petite voiture pour qu'elle soit bas de gamme. En fait, l'idée de la Mini, c'était de faire une voiture aussi spacieuse que les autres, en utilisant moins de matériaux à cause de la crise de Suez. Donc la Mini, au départ, devait concurrencer la Ford Anglia, qui était une voiture beaucoup plus imposante. Ah bah oui. Le principe de la Mini, c'est ça, c'est faire aussi bien qu'une voiture beaucoup plus grande, aussi bien en matière d'habitabilité, en utilisant moins de matériaux. Pour ce faire, ils ont benchmarké la Fiat 600, qui avait un bon packaging, et ils se sont dit, non, nous, on va mettre le moteur à l'avant, en position transversale. Et c'est ça qui a permis à la Mini d'avoir un rapport encombrement-habitabilité aussi génial. Extraordinaire. Voilà, et qui a révolutionné, pour le coup, l'automobile. Oui. Et qui, du coup, a permis à Dante Giacosa, donc le directeur technique de Fiat, d'arriver à ses fins auprès de ses directeurs. Bon, donc Fiat, oui, finalement, ils ont fait des choses bien, du coup. Ils ont fait des choses bien. À une même époque, très bien. Parce que moi, pareil, toujours dans la même idée de Fiat qui restait, enfin pour moi, qui ne marque pas l'esprit tant que ça. Je me rappelle, je suis allé chercher Fiat Marea, Fiat Stilo, Fiat Palio, la Fiat Chroma. La Chroma est une voiture intéressante. Mais non. Si, la Chroma est une voiture très intéressante. Bon, en gros, Fiat et Saab sont entendus pour développer ensemble une plateforme pour créer des hauts de gamme. Saab parce qu'ils n'avaient pas de thunes. Et le groupe Fiat, parce qu'ils n'arrivaient pas à les vendre. Donc ils se disent, quitte à pas les vendre... Elle a quoi d'extraordinaire? Alors la Chroma, ça a été la première berline au monde équipée d'un moteur à injection directe. Un turbo diesel à injection directe, en 88. C'était la première. Ce qui lui permettait d'avoir des bonnes performances et surtout une consommation absolument ridicule. Avec une Chroma sur route, on faisait 4 litres. À l'époque? À l'époque.
C'est les années quoi, 80 88, ouais. 88. Et 7 litres. ça n'existait pas. C'est une voiture aussi économique. Bah, ça n'existe plus même. Et ça n'existe même plus. Je crois qu'il y avait juste la X14 diesel qui consommait aussi peu. Donc c'est dire à quel point la La Chroma... X14 diesel, la Chroma est deux Ouais. fois plus longue. Mais la Chroma a un moteur doté d'un rendement de fou, en fait. En fait, c'était une voiture extraordinaire, mais personne ne le sait quand elle passe devant toi. Non, c'est bien C'est un vendu. peu la marque de fabrique de Fiat. Hein. Et, Ils ont fait des ben, choses extraordinaires, mais personne ne le savait. c'est-à-dire qu'ils ont un problème, ils sont infoutus de vendre leur technologie, ces abrutis. Ah, c'est les communicants le problème. D'accord. Et la Chroma a inauguré l'injection directe. Restylée en 91, elle est la première voiture de série à avoir un turbo à géométrie variable. Ah oui. Tout ça, c'est des technologies qui après seront reprises par d'autres. Ils sont incapables de communiquer efficacement là-dessus. Ah bah oui. C'est une partie de leur problème. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est clair. Et puis après, ils ont inventé le Common Rail, quoi, donc la ROM commune. Ça aussi, c'est une invention de Fiat qu'ils ont été infoutus de vendre correctement. Tout le monde croit que c'est le HDI de PSA ou le TDI de Volkswagen. Pas du tout. TDI, L'injection c'est directe pas- Common Rail, c'est Fiat. Ah oui. Mais TDI, c'était pas du Common Rail au début. Non, c'était de l'injection directe. L'injecteur Après Fiat. pompe, là, je sais plus comment ils appelaient ça. Ça Alors faisait un non, bruit de tracteur, non t'as eu deux trucs. Ouais. T'as eu l'injecteur direct TDI qu'il y avait en 89 sur l'Audi 100, qui Ouais. était la première. Et après, ils ont mis le 19 TDI, etc., etc. Et je crois que c'est à la fin des années 90 ou au début des années 2000, ils sont passés à la haute pression, mais eux, c'était l'injecteur pompe. D'accord. Donc, chaque injecteur était de sa pompe. Sauf que, du point de vue de la pollution et de la fiabilité, c'était pas idéal. Et donc Volkswagen s'est résolu à utiliser À passer, la rampe commune de Fiat. Mais Donc Fiat a vendu le brevet C'est bien d'industrialisation. qu'on soit pas plus au courant de ça. C'est-à-dire que Fiat a vendu le brevet d'industrialisation à Bosch. Et après, Bosch a revendu les systèmes à d'autres constructeurs. Ils ont fait de la haute technologie, mais pour les masses, hein, parce que c'est pas des voitures chères. Mais c'est le plus dur dans l'automobile d'ailleurs. C'est Faire de l'innovation dans des voitures qu'on doit vendre pas cher. voilà, et que ça soit fiable. Faire de l'innovation dans des voitures très chères, c'est facile. C'est facile, mais faire une voiture pas chère, c'est très difficile en fait. Et c'est là où il était carrément excellent, parce qu'en fait, dans les années 60, c'est eux qui ont défini ce qu'allait être la voiture compacte, ou même la citadine moderne. L'architecture de base a été arrêtée par Fiat. Bon, c'était une suite d'incréments à partir de la Mini, mais la formule terminale, celle que tout le monde a copiée, c'est Fiat qui l'a mise au point, sur la 128. D'ailleurs, en parlant de la 128, du coup, je me suis un peu renseigné. Oui. Je suis allé voir si Fiat avait reçu des prix voiture Oui, de il y a eu l'année des prix, en oui. Europe. C'est ceux qui ont remporté le plus de titres de voitures européennes de l'année, Oui. avec 9 titres. Et le titre a été créé en 64, 9. Donc Fiat 124, 67, 128, Fiat 128 en 70, 127, 72, Fiat Uno, Fiat Uno, 84, Fiat Tipo, Fiat Tipo, que je moquais qui avait allègrement et tout c'était à une l'heure. voiture mais extrêmement intéressante, la Tipo. C'est incroyable. La première, hein. 89, ouais. Mais après, des fois, on se rapporte un peu au style pour juger une voiture et c'est pas une bonne idée. Ah, Tipo, c'est une voiture qui était très intéressante, pas tellement par son style, encore Non. que, Ouais, mais par ce qu'elle cachait en fait en matière d'innovation. Et D'accord. c'est la Tipo, par exemple, qui a été la première à réellement, comment dire, créer la politique de plateforme commune, ok. et sur laquelle on pouvait facilement greffer les carrosseries qu'on voulait. Avant, on pouvait le faire déjà, ça existait. Hein, on a eu auparavant des voitures qui partageaient déjà des plateformes. Mais ça demandait des modifications industrielles très lourdes. La Tipo était conçue pour que ça soit simple. Et après, ça a inspiré tout le monde, dont encore Volkswagen. Oui, Et sur la oui. Typo, on a fait Tempra, la Maria, la D'accord. 547, 546, 545, le 547. coupé. Ah oui, un extraordinaire. paquet de voitures quand même. À la manière non. en fait de la MQB Ouais, c'est ça. qu'on a eu. Mais c'était avant tout le monde. Plus récente. Ouais. Et ça dérivait du concept VSS de 1981, qui a été conçu chez IDEA par Renzo Piano, si je ne m'abuse. Et c'était le véhicule expérimental à sous-système et qui explorait déjà cette voie. Donc je continue ma liste. Fiat Punto, 1995. Bravo, brava, ensuite. Bravo en 96, l'année d'après. Voilà. Fiat Panda en 2004. Excellente voiture. Et donc c'est pas Si, c'est pas la première, non, du coup. Un Panda 2. Panda 2. Et Fiat 500, la nouvelle, en 2008, qui a reçu le prix. Alors, ce que j'ai noté aussi, c'est quand même que dans la liste de ces prix, on a le Jaguar E-Pace en 2019. Ah. Donc je me demande, est-ce que c'est vraiment bien crédible ce prix? Il y a eu des voitures un peu discutables, on peut d'accord. le dire. Merci. Mais celle-ci, non. Pour chacune de ces voitures a quelque chose de particulier. La 124. La 124 avait un niveau technologique qui était assez avancé pour l'époque. Par exemple, c'était une des D'accord. premières voitures, pas la première, mais une des premières voitures de grande série à avoir, par exemple, 80 disques. Et elle avait aussi un packaging qui était très, très réussi. C'est une voiture qui était relativement compacte, la 124, mais qui réservait beaucoup d'espace à ses passagers. D'accord. Qui avait des trains roulants qui étaient classiques, hein, mais bien mis au point. Et cette voiture est passée à la postérité parce que c'est celle qui a servi de base au Lada. Ah oui, bah oui.
Mais dès le début, en fait, je pense qu'elle a été conçue dans l'esprit d'un usage dans des pays aux routes Un peu rude. très rudes. Ah oui. D'où en fait, des choix technologiques relativement conservateurs. C'est pas le cas de la Fiat 127 par contre. Non, alors 127, en fait, c'est une 128 un peu raccourcie, Ah oui, parce que avec là, c'est un moteur vraiment plus une petit. petite voiture. Voilà. La 127, en gros, elle devait remplacer la 850, mais il fallait qu'elle soit un peu plus sportive. C'était une des idées de base de la conception de la 127. Plus sportive. Ouais, c'était ça. Et donc, il D'accord. fallait qu'elle soit relativement performante. Et ce qu'elle était, en fait, pour son époque. Même une version de base, Ah oui, c'était déjà bien. ouais, et, ben, il y avait le 903, mais qui était poussé à 47 chevaux, donc il y avait un rendement qui était élevé, et c'est une voiture qui marchait bien, quoi, qui avait de bonnes D'accord. performances. Et qui avait un dessin qui était censé inspirer le dynamisme. Et c'est elle, la 127, qui a posé les bases de la citadine moderne. C'est-à-dire une voiture polyvalente, donc avec 4 vraies places à l'intérieur, un vrai coffre, moteur transversal avant, suspension jambe de force, boîte dans le prolongement du vilebrequin. Et bon, il y a eu 2 voitures qui ont créé cette catégorie, la 127 techniquement, Ouais. et la Renault 5 un an après, par son design. D'accord, elle arrive un an après la Renault 5. Elle arrive Ok. un an après. Et elle apporte le haillon. Alors, il y a un truc qu'ils n'ont pas inventé, c'est les voitures de luxe quand même. Enfin, ils n'ont jamais fait de voiture de prestige, si. Si, bah, avant-guerre, il y en a eu quelques-unes quand même. Et après-guerre, il y en a eu plusieurs, en fait, des voitures qui étaient... Les voitures de prestige Fiat. Oui, il y a la Autovou, la V8. Eh oui, mais c'est vieux ça. Ben oui, mais V8, 2 litres, 105 chevaux. Mais ça, ils ont dû en vendre 4. Oui, ils en ont très vendu cher, une centaine. Mais 4 roues indépendantes, elle avait un niveau technologique qui était très supérieur à celui d'une Ferrari, par exemple. Mais là, c'est un accident de l'histoire, cette voiture. Non, c'était un véhicule un peu image, mais... Mais comme ça, il y en a un qui a décidé. Après, je sais que Fiat, à des moments, ils étaient tellement énormes qu'ils étaient capables de fabriquer des tas de voitures redondantes et un peu... Enfin, je sais qu'à une époque, il y a eu plusieurs V6. Ah ben tiens, s'il y a eu des V6, ça veut dire qu'il y avait des Il y en a voitures... un. Il y a eu Ah ouais, un- mais il y a eu le groupe après, c'est ça. il y a eu un V6 réellement Fiat. Ah ouais. Et un seul. Ben, donc ça veut dire qu'ils ont fait des voitures de... Dans quoi était ce V6? Alors, ils ont fait plusieurs voitures de luxe. Il y a eu de la 2300, 2300 S coupé, la carrosserie Ghia, qui était déjà une voiture de haut de gamme très chère. C'est quoi, les années 60, ça? C'est les années 60. Ouais. Mais ça marchait quand même à 200. C'est-à-dire que c'est une voiture qui était très très performante pour son temps. Après, le problème de l'époque, c'était pas la vitesse, hein. C'était s'arrêter, quoi. Mais après, oui, effectivement, pour remplacer la 2300, qui finalement a eu un succès d'estime, parce que en volume de vente, le coupé 2300, il y a eu très peu, Ouais. ils ont fait la 130. La 130. Ah, 130, mais oui, c'est vrai. Ça, c'est un caprice de Gianni Agnelli. Et j'en ai eu une, ouais. Eh ouais. Et j'ai eu un coupé. Les goûts de luxe. C'est pas cher, Ah, c'est pas cher? non, Ça prend pas... Mais... Pourquoi c'est pas cher? parce que personne connaît. Parce que c'est une Fiat. C'est simplement ça. Non, c'est une Fiat, et parce que personne connaît. Après, moi, je sais que quand Renault, par exemple, Peugeot, avait un plafond de prix qu'ils ne pouvaient pas dépasser. Donc, ils ne voulaient pas faire de voitures de luxe parce qu'ils estimaient ne pas pouvoir vendre des voitures trop chères avec leur marque. Est-ce que chez Fiat, c'est pas la même histoire? Fiat, c'est une image de voiture populaire. Ils savaient qu'en fait, ils voulaient une voiture de prestige qui, en fait, profiterait par son image de luxe aux autres modèles de la marque. C'était l'euro de la 130, ce qui a inspiré, encore une fois, Volkswagen avec la Phaeton. Oui, c'est pas faux. C'est le même principe, en fait. Hein. Putain, ça veut dire que Ferdinand Piche, Oui. il a copié Fiat. En fait, chez Volkswagen, on a beaucoup copié Fiat. Ça, c'est marrant. Et ça, c'est un truc qu'on sait pas. La Golf, par exemple, a été totalement... Alors que personne ne se moque de Volkswagen. Hein. Non, non, non. C'est terrible. Ce Ça. sont des meilleurs commerciaux. Ouais, ouais. C'est sûr que pour Ils se partent. vendre, ils sont bien meilleurs. Ils sont bien meilleurs pour se vendre, mais c'est fou. Mais la Golf, par exemple, techniquement, elle est totalement benchmarkée sur la 128. Et les ingénieurs de Volkswagen étaient impressionnés par la 128. Ils ne pensaient pas qu'ils pourraient faire aussi bien. Et qui Giugiaro a quand même fait C'est un- Giugiaro qui Ouais, leur dit, ah oui. les mecs, sortez-vous les doigts du... voilà, vous pouvez faire aussi bien. Et donc, ils ont benchmarké la 128, ils ont récupéré toute l'architecture de la 128, moteur transversal, embarquement en tête, Mais bois dans le le style boquin, compte quand même. jambes de force. Et voilà, ils ont mis là-dessus un style beaucoup plus moderne, Ouais, ouais. dû à Giugiaro. Voilà. Et C'est ça qui fait la différence. Et c'est ce qui fait la différence. Mais 128, c'est très très bien vendu en son temps quand même. Hein. C'était des ventes à 400 000, 400 000 et quelques par an quand même. Hein. C'est une voiture qui a été un gros succès. Après, pour revenir à la 130, elle doit quand même un peu à la 128 dans la conception de son moteur. En fait, le V6 de la 130, dont beaucoup de gens ont dit que c'était un V6 Dino, en fait, il n'a strictement rien à voir avec le moteur Dino. V6 Dino aussi. Il y avait une Fiat Dino. Oui, Et c'est pas le même. pas du tout, rien à voir. Ben, c'est ça que je te dis, ils avaient deux V6 différents dans deux voitures. Mais c'est pas le même but. Le V6 de la Dino, en fait, c'était qu'ils devaient en produire un certain nombre pour avoir une homologation en compétition. Donc Ferrari ne pouvait pas le faire, donc ils ont demandé à la Fiat. Donc ça, c'est l'origine du V6 de la Fiat Dino, qui est à la base un moteur Ferrari. Même si c'est plutôt Renaud Lampredi qui l'a conçu, plus que Dino Ferrari. Lampredi, qui est motoriste de Fiat, ensuite, et qui a conçu le moteur de la 128, avec un seul embarquement en tête et des culasses en toit, principe qu'on retrouve sur le V6 de la Fiat 130.
qui est un V6 donc à 2 arbres en tête, un par rangée, alors que la Dino il y en a 2, et qui est un V6 à courroie, alors que le moteur Dino est un moteur à chaîne. Donc c'est pas du tout les mêmes blocs. Ils se différencient en termes d'agrément aussi, c'est-à-dire Rien un moteur à voir. pointu et un autre un peu plus rond, un peu plus Voilà, souple. le 130 c'est un moteur souple, qui marche bien à mi-régime, qui a beaucoup de couple, mais qui n'est pas spécialement rageur. Même s'il fait un joli bruit. C'est quelle année la 130? 69. C'était une voiture qui avait un niveau technologique qui était très avancé. Elle avait une suspension arrière indépendante. Sur les propulsions à l'époque, c'était pas si courant, avec des roues vraiment indépendantes. C'est-à-dire qu'il y avait 2 cardans bien séparés, pas des cieux brisés à la con comme chez Mercedes, et avec un bon guidage. Donc il y avait un vrai châssis sur cette voiture. Et ce qui est étonnant, parce que en fait, c'est Agnelli qui la voulait, et comment il s'appelle Dante Giacosa, qui était directeur technique de Fiat, a dit non, c'est pas notre but de faire ce genre de voiture. Non. C'est pas la vocation de Fiat de faire du haut de gamme. Donc il est allé un petit peu à reculons. C'était un petit caprice du patron. Ouais. Et il n'y en a plus après. Une voiture de prestige de ce niveau-là chez Fiat. Non, il y a eu la berline qui ressemblait un peu à une grosse Fiat 125. Oui, qui était moins jolie. Elle n'a pas le été. coupé était extraordinaire. Le coupé, il est magnifique. Et après, voilà, il y a eu le coupé en 71, qui était une pure splendeur, en fait. Ah ouais, et en fait, le coupé Fiat 130, dessiné donc chez Pininfarina, contient les lignes de toutes les Peugeot des années 70, donc la 604, la 305, la 505. Et tout ça, ça découle de la 130. T'as même un peu la Ferrari 400, non? Un peu, mais la Ferrari 400, c'est Fioravanti qui a dessiné, donc elle est pas exactement quand même dans les mêmes thèmes. Elle est plus arrondie, elle est mieux posée sur ses roues, c'est une autre voiture quand même. On parlait des moteurs, là, donc des V6, tout ça. Les plus beaux moteurs ou de Fiat, c'est lesquels? Qu'est-ce qu'on peut... c'est lequel, s'il y en a honnêtement, je trouve que le double arbre Lampredi, qui est apparu sur la 124 Sport, c'était vraiment un moteur exceptionnel pour l'époque. D'accord. C'est rageur, ça prenait des tours, c'est comment? Tout. Ça faisait tout ce qu'on voulait. Ah oui. C'était un moteur qui était souple, qui était rageur quand il était réglé pour ça, et qui était fiable, qui était très solide. Et c'était un des premiers moteurs de grande série avec une courroie de distribution, et qui était conçu pour que cette courroie soit facile à changer, en fait. Contrairement à maintenant où ça prend des heures et des heures, là non, c'est un système très simple et très fiable. Et à l'époque, la courroie présentait plein d'avantages, parce que c'était léger, ça faisait pas de bruit, c'était en coût, quoi. Je pense que c'est le coût qui est intéressant. C'était moins cher, mais aussi l'avantage qu'il y avait par rapport à une chaîne, c'est que la courroie, tu l'as changée, c'était terminé. La chaîne, il fallait l'entretenir. Il fallait vérifier la tension, il fallait de temps en temps changer les maillons, ça demandait de la main-d'œuvre. Pour le temps que prenait le changement d'un maillon de chaîne sur un moteur conventionnel, tu changeais la courroie. C'était plus simple. Pourtant, et t'avais pas de problème. Mais de nos jours, on a plutôt l'impression, quand on dit à quelqu'un tu achètes un moteur à chaîne, qu'il y a de la fiabilité derrière. Ça sous-entend fiabilité, contrairement à un moteur. Et c'est pas forcément justifié. Sur les moteurs V8 Audi, il y avait des problèmes. Ah ouais. C'était une cata, les moteurs Audi là-dessus. Alors qu'ils étaient à chaîne, ça pétait. Ouais, elles se détendaient, et puis ces abrutis, ils ont foutu la chaîne côté boîte. Oui, comme ça au moins t'es bien embêté jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Donc, en fait, il fallait changer les guides et les tendeurs. Donc, quand la chaîne est devant le moteur, c'est pas un problème. Mais quand tu as des ingénieurs qui l'ont foutu à l'arrière du moteur, côté boîte, il faut tout tomber. Et alors, notre segment de l'automobile où j'avais l'impression que Fiat n'avait pas existé, c'était les sportives. Mais au final, pas tant que c'est pas vrai. Il y a la Ritmo, la 131 Abarth, déjà de rallye. Déjà. Il y avait un modèle de série qui n'était pas dégueulasse, quoi. 124 Abarth aussi. La 124, qui était Abarth, la première, parce qu'il y avait la 124 de la Spider. 124, la 124 Sport, c'était déjà aussi une sportive. C'était moins radical qu'une Alfa Romeo, mais enfin bon, le 1800, il faisait 118 chevaux, ça marchait bien cette voiture. Hein. Et la 131, qui c'était laquelle, la version de... La Racing. Racing, c'était... Ouais, ça c'est du marketing par contre. Ah, ça c'était pas vraiment non, terrible. C'est une voiture d'autoroute. La Ritmo. Alors il y a eu la 105 et la 130. La 105 TC, c'est gentillet. La 130 TC, ou même la 125 TC, qui était la première, c'était une vraie sportive, ça par contre. Il y avait du train avant? Il y avait du train avant, ouais. Ah ouais. Elle avait des bras de suspension spécifiques. Mais elle rouillait encore. Moi je me souviens, les Ritmo. Les Ritmo, ça rouillait. Mon père en a une. Ça rouillait bien. Mon père en a une, Ritmo, une des dernières, une série 3, turbo diesel, une voiture très très rare. Et je me rappelle que au bout de 2 ans, il y avait des cloques de rouille. Ouais. Non, c'est pas un mythe. Hein. Non, c'est pas un mythe. Je disais tout à l'heure. C'est pas tout n'est pas faux dans ce que je dis. Il y a la fameuse, on en parlait tout à l'heure un peu, la Fiat X9. Ouais, qui est une voiture très intelligente. Mais qui est un peu un ovni, ce truc-là, à l'époque, non? Non, elle a remplacé la 850 coupé. Ouais, mais qui avait une ligne beaucoup plus... Une ligne Barton. C'est une des rares Fiat dessinée par Barton. D'ailleurs, c'est une Giugiaro, non, la 850?
C'est le coupé, 850, non, c'était... Le coupé, je crois que c'est le lui. coupé, non, le coupé, c'était Centro Stile, c'était Boano, hein, ouais. Centro Stile Fiat. Le Spider était Bertone. Ouais, c'est le Spider, alors. Et oui, donc, ouais, elle avait une ligne Edge Design, quoi. C'était à la serpe. Ouais. Et ça représentait un peu le Rainbow, là, le Oui, concept. c'est ça. c'était le concept. Ouais, c'était le concept. C'est un truc de fou. Bah ouais, c'est un truc de fou. Et en fait, ils ont voulu faire une supercar populaire. Ah ouais. Donc moteur central, carrosserie très évocatrice de vitesse, mais une conception réellement astucieuse, parce que en fait, moteur central moderne, pas très puissant malheureusement, mais qui dégage de la place, ce qui fait qu'il y avait un habitacle spacieux pour deux, il y avait un vrai coffre à l'avant Ouais. dans lequel tu mettais le toit amovible, tu as un autre Ah coffre oui. à l'arrière, donc tu avais une voiture sportive pour deux, découvrable, pas chère et pratique. Ah ouais, pratique. Et alors ça, en occasion, c'est en collection maintenant. Ouais. Ça, c'est pas si cher que ça. Non, non, maintenant ça coûte combien? Je sais pas, 10-15 000 euros, donc ça dépend si on a une 1500, une 1300. Et à rouler, c'est C'est très sympa à rouler, ouais. c'est vraiment sympa. Ouais, il y a un vrai châssis, c'est bien mis au point, c'est pas très puissant, hein, faut dire. Mais bon, comme c'est léger en même temps, ça marche quand même correctement. Ouais. Et ça se dissout pas la première pluie venue, quand Si. même. Ah, aussi, merde. Moi, ça me fait penser à une Pontiac Fiero. C'est l'inverse. Oh, bah, Fiero, c'est les années 80, mais c'est le même principe. Hein. La Fiero, c'est la X9 chez GM, quoi. C'est-à-dire qu'on prend des éléments de grande Ils série. se sont fait copier par tout le monde. Ouais, Fiat. c'est ça. Mais la X9, c'est. Incroyable. Mais la X9, c'est un moteur de 128, c'est un train vent de 850, c'est. Voilà, c'est. C'est fou, ça. Et alors, j'ai encore il y a la fameuse Fiat Coupé, là. C'est les, Ouais. c'est, La ça Fiat s'appelle Coupé, Bangle. c'est une Fiat Tipo, à la base. Moi, je suis un gros fan de la Fiat Coupé. Moi, les petites couvertures plastiques, là, en forme de fesses au-dessus des phares, j'ai jamais compris. Ils sont bombés. C'était ou du Zagato de phare, ou du... C'est du Bangle. Ouais, C'est du pur Bangle. Et quand on voit les sketchs initiaux de Bangle, Ouais. qui étaient complètement barrés, Ouais. on se dit que la Fiat Coupé qui est sortie était vraiment très raisonnable. Hein. Ah, à côté, Ah ouais. ben, c'était pire. En plus, Ouais. c'est complètement dingue. Bon, Bangle, qui, comme si les gens ne le savent pas, est parti chez BMW, où il a fait fureur aussi pendant des années. Moi, j'aime bien les BMW Bangle, sauf la série 7. Coming out, voilà. La série 7, non. Mais moi, j'adore la série 5 Bangle. Moi. La série 5, même Ah, la, je trouve que c'est une- bon, la 6 un peu Mais en moins. fait, vous savez quoi, la série 5 Bangle, c'est pas Bangle. Bangle était directeur du style. Mais oui, Qui a dessiné la série 5? C'est celle-là. Laquelle? Celle-là? C'est pas Celle de Angeli? Bangle. Non, c'est pas comme il s'appelait par Angeli, lui? Si, c'est le gars qui a dessiné la 406 coupée. Impossible. Davide Arcangeli. Ouais. Et T'as vu ça? J'ai des petits sursauts, des petites étincelles, c'est ça, petites, je me rappelle. Et il y en a une autre que j'ai notée, mais celle-là, j'ai du mal à imaginer que c'est une sportive. La Tipo 16V. c'est pas sportif. Ah, on est d'accord, ça me rassure. Mais la Tipo, Je m'en souviendrai, j'étais vivant déjà à l'époque et j'avais déjà le permis. Donc, la Tipo CSV, il y en a eu deux en fait. Hein. Il y a une 1800 ouais. en 136 chevaux, la première, qui était, on peut le dire, loupée, parce qu'elle n'avait pas de châssis. En fait, Elles n'ont jamais été au niveau allez, Cocorico, ce que faisaient les Français à l'époque quand même. mais c'était pas la même définition. En fait, les voitures françaises, compactes sportives françaises des années 90, même fin années 80, étaient, surtout la 309 GTI par exemple, c'était des voitures réellement sportives, Ah, oui. conçues pour ça. Les Fiat Tipo pensaient déjà à la décennie 90. Ils savaient que cette décennie-là allait être plutôt marquée par le confort. D'accord. Et la Tipo préfigurait ça. Donc, ils ont fait une voiture compacte, assez puissante, mais plus rapide que réellement sportive. Mais qui se destinait plutôt à un usage familial, touristique, que à l'arsouille sur les petites routes du sud de la France, par exemple. Ça me fait penser à Honda. Bon, non, pourquoi Un peu en avance sur leur temps, mais jamais au bon moment, quoi. Non, c'est pas vrai. Ouais, Ils ont c'est eu une ça. très belle période, Honda. Les années 90, c'était magnifique. Ouais, entre 81 et décembre et 82 mars, quoi. C'était D'accord. non. Et la Cinquecento Sporting. Ah oui, tiens. Alors, c'était pas une voiture très puissante, mais c'était une voiture qu'on pouvait piloter. Qui avait un châssis qui était... Il y avait une coupe. il y avait une coupe Cinquecento avant la Sporting, Ouais. mais c'était des moteurs 903, enfin 899 même, qui étaient 903 un peu dégonflés, et qu'ils avaient préparé. Sauf qu'on Mais... parle de mobilette. Là, Bah ouais, mais Le Popolini. bah, c'était une petite voiture de ville, la Cinquecento. Mais du point de vue, la Cinquecento, en fait, pour moi, c'est la dernière Fiat Diacosa. C'est-à-dire que Diacosa était présent encore. Il avait 183 ans. En tant que consultant, où il avait de 90. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Mais Diacosa est parti en retraite en 69-70, tu vois. Donc, mais il est toujours resté le gars consultant. était, pendant la guerre, déjà... Mais il a construit la Topolino. Oui, la Topolino. Voilà. Déjà, il était sur la Topolino avec le train avant transversal. Il est arrivé à la fin des années 20, quand même. Hein. Ouais, Mais la donc, Topolino, c'était une je suis pas voiture. loin dans l'âge. Mais techniquement, la Topolino, c'était une voiture remarquable pour son époque. Hein. Elle avait un niveau technologique que beaucoup de voitures beaucoup plus chères n'avaient pas. Donc déjà, on voyait les prémices des Fiat modernes, quoi.
Ça ressemblait beaucoup à la coccinelle d'ailleurs. Non, c'est l'inverse. Oui, parce que c'est fait exprès. Non, c'est C'est pour ça que j'ai dit ça. Non, c'est l'inverse. Encore copié. Eh oui. Non. c'est Et, en fait, je crois que Topolino, c'est un peu Mussolini qui avait demandé à Fiat de faire une voiture du peuple, et c'est inspiré Hitler, forcément, qui a demandé, qui a fait un appel d'offres pour avoir une voiture du peuple, et Volkswagen, pardon. Monsieur Porsche. Ferdinand Porsche est allé le voir. Et après, d'autres disent que c'est Porsche qui a démarché Hitler pour faire cette voiture. Oh, c'est pas gentil. Bah, pas gentil. Il avait une C'est boîte commercial. à mener. C'est commercial. Il C'est avait vrai. une boîte à faire tourner. Eh Donc, oui, évidemment. On peut pas lui en vouloir. Hein. voilà, exactement. Et bon, et certes, Ferdinand Porsche, effectivement, il s'est porté nazi. Effectivement, il a eu une action auprès de Peugeot qui n'a pas été totalement sympathique. Il paraît. D'accord. Bon, mais c'est une autre histoire. Voilà, c'est une autre histoire. C'est- Donc bon, on a fait le tour là. Et donc effectivement, je trouve que, au bout du compte, reste rien. il faut arrêter de se moquer de Fiat. Si, non, on peut se moquer maintenant. Ah oui, parce que oui. Alors, ouais, en conclusion, c'est vrai. Fiat aujourd'hui, du C'est coup. plus rien. Oh putain. Fiat est un fabriquant. À l'heure actuelle, On est passé de Fiat la légende Fiat. Fiat qui a inventé la compacte moderne. Avec la 128, même on aurait pu parler de l'Auto Bianchi Primula, hein, Oh qui, la aurait dû vache, être oui. qui aurait dû être une Fiat à la base. Hein. Oui. Ils ont inventé le Sagmon B avec la 127, ils ont inventé la petite voiture avec la Topolino, voire ensuite la 500 de 1957. Ils ont inventé le Common Rail, ils ont fait la première berline, comme on a dit, la Chroma à injection directe. Ils ont inventé énormément de trucs. Le monospace, le premier multiplace, c'est le premier monospace. Ah en oui, fait. tout petit, le 600. Là. Voilà, Ouais, donc ouais. c'est au sens moderne du terme. Hein. Donc ils ont inventé tellement de trucs. Ils ont façonné la voiture moderne, telle qu'on la connaît. Ça vient d'eux, en fait. Ouais. Maintenant, ils ne font plus rien. Plus rien. C'est catastrophique. Pour la 500. Ouais, ils sont complètement trompés sur la 500. En fait, je pense qu'ils ont dû être gênés par le succès de la 500. Ils ont dit non, on en vend trop. Il faut trouver un truc pour qu'elle ne se vende plus. C'est comme on va faire des voitures moches pour Voilà. et pour pas les vendre beaucoup. Et voilà. Ils sont revenus au concept de base. Et là, on va faire des voitures chères pour pas les vendre. Ouais. Et avec les mauvaises énergies aussi. Voilà, ils ont fait une 500 électrique beaucoup trop chère. Ils avaient raison trop tôt, c'est tout. Ils ont fait n'importe quoi en fait. Ouais. Et ce qui fait que Fiat a perdu complètement ce côté novateur du coup alors. ils ont totalement perdu le côté novateur. C'est aussi alors Il y a eu Stellantis. l'alliance avec Stellantis, l'alliance avec PSA qui a créé Stellantis explique beaucoup de choses. Mais si Fiat en a été réduit à devoir s'allier avec Peugeot, c'est parce qu'auparavant, les Agnelli, qui sont les propriétaires de Fiat, n'ont pas assez investi dans la marque. Donc ils n'ont pas eu les moyens de développer les technologies qu'ils auraient dû développer. On parlait tout à l'heure du Multipla, mais le Multipla devait sortir en hybride plug-in, en 98. Oh Oui. ouais, mais il n'y aura pas eu d'intérêt Ben, pourquoi pas? parce que ça c'était pas l'époque quoi. C'était pas l'époque, surtout c'était pas le prix, c'est un peu cher. Mais ils avaient la techno, ils ont inventé beaucoup, ils avaient beaucoup de trucs, ils n'ont pas mis en série. Ils avaient leur propre ABS qu'ils avaient conçu eux-mêmes, qu'ils n'ont jamais sorti. Enfin, il y a eu énormément de choses. Un peu de gaspillage, un peu de gâchis. Et quand qu'ils même, n'ont hein. qu'ils ont pas sorti. Bon, on peut se moquer un peu de Fiat. quand Mais même. maintenant, ils n'ont pas tout réussi. Mais maintenant, ils font plus rien. C'est-à-dire que la Fiat la plus vendue, c'est la Panda, je crois, qui est une voiture technologique qui est sortie, je crois, c'est 2011, un truc comme ça. Donc c'est un vieux truc qui déjà dérivait de la 500 de 2016, qui elle-même est une évolution de la Panda de 2003. C'est-à-dire que technologiquement, c'est plus au niveau. Et puis après, il y a la 500 électrique qui ne se vend pas, donc ils ont dû repasser en thermique un moteur sous-dimensionné. Qu'est-ce qui reste? La Tipo, qui n'a jamais été une voiture technologiquement deuxième génération, hein, très avancée, qui est intéressante. Mais qui rouille plus. Qui ne rouille plus. La première Tipo, elle ne rouillait pas beaucoup non plus. Hein. Ah bon. Et voilà, maintenant, chez Peugeot, j'aurais demandé, mais c'est quoi pour vous, Fiat? Et ils m'ont dit, chez Fiat, ils font des carrosseries. En fait, c'est ça. Et c'est dramatique. Ouais. La Il y a Panda, quand même eu un changement à la tête de Stellantis qui va peut-être changer la donne. moi, j'y crois pas. Antonio Filosa, ça fait un peu italien quand même comme nom. Ouais, mais à l'époque où c'était totalement italien, ils ont déjà fait n'importe quoi. Ah mince, Ils ont déjà sous-investi. il n'y a plus d'espoir. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Par exemple, ils utilisent le moteur PureTech de Peugeot, qui est un moteur mal né. Et ça, je le sais d'un ingénieur qui a bossé dessus. Ouais. Et il m'a dit, il ne faut pas se leurrer, c'est un moteur mal né. Bon, c'est un moteur qui n'est pas fiable. Mais c'est le petit. Le petit, le 3 cylindres. Voilà. Bon. Et alors, ils ont le choix. Il y a aussi un 3 cylindres Firefly chez Fiat qui, lui, est fiable. D'accord. Résultat, Fiat utilise Le le moteur PureTech. Peugeot. Mince. Alors qu'ils avaient mis en stock. Ils avaient mis en stock. Après, bon, ça s'explique aussi d'un point de vue industriel, parce que le moteur Firefly est fait au Brésil, et le moteur PureTech est fait en Europe. Donc, Et pour oui, les voitures vendues en Europe, effectivement, ça fait plus de sens y a d'un moins point de de vue bateaux à faire, industriel. Voilà, de mettre ce moteur-là. Mais sauf que, bon, personne n'en veut. Les Italiens n'en veulent pas. Ouais.
Et je les comprends. Parce que c'est pas, moi personnellement, je trouve que c'est pas un moteur terrible. Donc Fiat, à l'heure actuelle, c'est plus rien. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas le droit de se moquer, mais là, Je pense qu'on a le droit de peut se commencer moquer. quand même à Et pire, s'inquiéter. S'inquiéter carrément. Je pense que là, je sais pas comment cette marque, à moins de revenir sur ses bases, je sais pas comment elle peut repartir de l'avant. Cette marque a inventé la voiture moderne. À l'heure actuelle, elle est totalement à la ramasse. Si après cette vidéo, vous réduisez toujours Fiat au multiplat ou à des anciennes qui rouillent, c'est que vous êtes un cas désespéré, ou peut-être que le tableau de bord de votre 500 est encore en mode sapin de Noël, mais ça malheureusement, on n'y peut rien. Vous pouvez retrouver Stéphane Schlesinger sur Caradisiac, ou encore dans les kiosques, dans plusieurs magazines, Rétroviseur, Auto Rétro, Sport Auto Classique ou Youngtimer. Si vous avez aimé cette vidéo, même si vous ne l'avez pas aimée, vous pouvez vous abonner, ça sera super utile pour nous. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur le bouton abonner pour choisir toutes les vidéos. Ça va vous permettre de ne rater aucune des interviews géniales de gens géniaux qu'on prévoit pour la suite.